Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour le don de mon côté de l'écran, la rubrique où en fait je montre un petit peu l'envers du décor de mes préparations, de mes découvertes, de mes expertises. Et là, en fait, on va juste voir un scénario que j'ai prévu pour Kniv seconde édition. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le fait de comment je prépare, quelle est ma méthode de préparation, je vous invite à la voir parce qu'il y a pas mal de choses que j'aurais déjà traitées avant. Je vais quand même essayer de faire des doublons. Donc voilà, sûrement vous poser à un moment donné, vous allez voir, allez voir cette vidéo. On va se lancer dans le vif du sujet assez vite. Alors, quel était le mot d'ordre de ce scénario? Alors, ce scénario, je voulais le faire pour Kniv seconde édition puisque j'étais en train de faire des phases de test pour voir comment ça se passe de préparer un scénario et c'était aussi en vue de faire dans le futur une vidéo sur la préparation, sauf que j'ai décidé de la refaire un peu à part. Au lieu de le faire dans le focus, j'ai décidé de le faire avant. C'était la vidéo précédente. Alors, je me suis imposé des limites. Déjà, le moins de support possible par rapport à ma méthode de composer des scénarios. Donc, j'ai utilisé les fameux 6D6 dont je vous ai parlé. J'ai utilisé aussi les deux autres dés de mon set de dés. D'habitude aussi, j'utilise par exemple les cartes de tarot pour pouvoir aider à composer un scénario, sauf que à la place, j'ai préféré utiliser des mots-clés et des mots-clés que j'ai trouvés dans Knave seconde édition. Alors, Knave seconde édition, je vais comprendre un peu d'avance pour vous expliquer un petit peu c'est quoi le schmilblick. C'est un OGL, un jeu OGL, Simili Système des 20 OSR, voilà, qui a été fait par Questing Beast, un YouTuber qui parle de jeux OSR principalement. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous voulez découvrir des jeux OSR ou même des scénarios OSR. Comme ça, si vous avez des petites pistes, vous voulez aller explorer des scénarios, on est quand même dans le ton. Mais à la base, dans le Kickstarter, c'était censé être une espèce d'outil de setting pour les jeux Medieval Fantasy avec des tables, de petites tables aléatoires. Alors, des petites tables aléatoires sans contexte. Ça, c'est quelque chose qui va revenir quand je parlerai dans le focus. Je vais laisser ça de côté. Du coup, j'avais composé trois mots-clés. Et puis le quatrième, j'ai décidé de l'ajouter parce que je sentais que ça allait être difficile de faire l'exercice. Et ensuite, les deux autres éléments se sont greffés. Donc là, il y a le petit scénario. Voilà, il ramène un géomancien, il les accompagne pour une certaine ville. Il tombe sur des créatures, des élémentaires de terre qui commencent à naître. Et du coup, il commence à se poser des questions. Et apparemment, il y a un sigil sentient qui, en fait, se questionne sur la place des sentients dans la carte. Ça sera une carte qui aurait été, on va dire, théoriquement unique pour le scénario. Je vais rentrer dans les détails plus tard. Et du coup, ils vont se lancer pour aller voir cette curiosité et essayer de voir comment essayer de régler le conflit. Comme leur employé, enfin leur employeur était un lanceur de, enfin, le lanceur de quête était un géomancien, il a décidé de voir un petit peu de quoi il en était, étant donné que c'est quand même son domaine d'expertise. Bref, alors j'ai déjà parlé du ratio, du rapport de temps de difficulté à une échelle de 1 à 6 sur 17 jours, difficulté 4. Donc là, ça s'est plutôt bien aligné avec le système de Knave, ce qui fait que le monstre le plus fort, entre guillemets, le plus grand antagoniste aura le niveau 4. Les objectifs, voilà. Et ensuite, le type de scénario, j'ai déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionne, mais je le redis encore. Il existe plusieurs variables de type de scénario. Quand je mets entre parenthèses, c'est que ce n'est pas de la diplomatie de l'ordre du sentient, c'est par rapport à une force qui existe dans l'univers. Ça peut être un élémentaire, ça peut être un dragon, ça peut être des fées, ça peut être des créatures extraplanaires, etc., etc. Ensuite, il y a un casting qui en fait permettre de voir qu'est-ce qu'ils vont rencontrer. Et ensuite, il y a le X et les lieux importants. Alors, la méthode de création de cartes, s'il y avait une carte, j'ai décidé de faire ce scénario-là. Ce scénario-là était censé, en fait, soit s'intégrer dans une campagne de Knave, soit être un standalone. Je me suis appuyé sur une technique qui est en fait de partir d'un point central de la carte puis s'élargir avant de me rendre compte que j'ai fait indirectement la technique qui est proposée par l'atelier clandestin. Donc, allez sur Drive tout taper l'atelier clandestin. Il propose des livres pour pouvoir créer des mondes de fantasy avec des tables aléatoires. Alors,
c'est assez brut de décoffrage et les propositions sont assez, on va dire, basiques, mais n'empêche que la structure de comment on prépare les choses permet de faire un semblant cohérent pour la carte, le tout de manière aléatoire en tirant des dés. Donc, allez voir un petit peu ça. Je ne vais pas faire de lecture holistique sur les livres de l'atelier clandestin. En tout cas, c'est pas prévu pour tout de suite. Alors, déjà, pour lancer les lieux importants, quelle était mon idée là-dedans? Alors, je le rappelle, pour moi, les hexagones, ce qu'on appelle les hex, ou les hexas, appelez ça comme vous voulez, souvent dans les systèmes des vins, c'est 6 km de rayon. Moi, j'ai réduit à peu près 4 km de rayon. Pourquoi? Parce que c'est la portée sans aucune trajectoire où s'arrête là, c'est la ligne d'horizon en fait. Ce qui fait que, en faisant, et ça c'est une technique qui est très personnalisée de ma part, c'est que quand un jeu te propose de faire une exploration sur un ex, comme par exemple une seconde édition, c'est sur les 6 km de rayon. Pourtant, en fait, là, on est quand même sur un jeu qui te propose justement un truc assez basique, mais dont les phases d'action sont très structurées, surtout pour l'exploration. Alors, là, j'ai ramené un X à 4 km. Alors, on va se dire, ouais, mais l'avantage, il est où? L'avantage, c'est que comme c'est sur la ligne d'horizon, ça veut dire qu'on a quand même, en avançant et en explorant jusqu'au moindre recoin, puisque le but, c'est vraiment de fouiller dans tout le rayon, c'est qu'on ait une vue de manière organique sur là où tu as exploré. C'est-à-dire que si vous décidez de rentrer dans ce rapport, même si je vous le déconseille parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, il y a une espèce de brouillard sur la carte parce que tu ne connais pas exactement le lieu, ou tout simplement que tu es dans un registre où vos personnages sont soit amnésiques, ou soit ils viennent de petits villages et ils connaissent les noms peut-être des villages, mais ils ne connaissent pas les alentours, donc du coup, il y a une espèce de brouillard et qui ne voient pas la carte, et du coup, il faut un cartographe, un peu par exemple comme dans Ryutama aussi, tu puisses, tu puisses voir les ex qui sont adjacents. Alors quand même, j'ai pris un parti, c'est que il ne voit pas tous les ex adjacents. Il ne voit que d'un côté. Tu as un ex à l'horizontale ou à la verticale, tu vois qu'il y a trois trucs. Ah ben, du coup, c'est trois trucs d'un côté ou trois trucs de l'autre. Et à ce moment-là, tu avances et ça va faire pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que, en faisant une observation par l'action d'exploration d'Enclave, si tu décides de mettre de l'attention aux détails et de chercher point par point, en plus on va dire, de ce qu'on appellerait une observation prudente, tu vas peut-être prendre plus de temps, mais tu pourras peut-être voir des meilleurs points d'intérêt ou des choses qui seront en fait révélateurs en prenant ton temps. Il y a un rapport dans l'exploration en dehors des donjons et dans les donjons très structurés et qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, qui fait que, comme il y a plusieurs rythmes, j'ai décidé de suivre ce prolongement du plusieurs rythmes. Du coup, on a pas mal de lieux et du coup, j'avais décidé de tirer au dé 10 pour savoir combien de lieux importants il y avait. Il y en avait 5 et du coup, ça s'est mentionné dans les braquettes. Les braquettes, c'est des données techniques et il y a plusieurs explications dessus. Ensuite, les récompenses. Alors, pourquoi ces récompenses-là? Alors, c'est là où on va commencer à parler de la philosophie de mon scénario. J'avais envie de faire un scénario, en fait, je voulais faire un scénario avec deux objectifs. Un scénario que je pouvais faire avec des débutants et des scénarios que je pouvais faire avec des personnes qui sont dans un niveau qui s'approche dans la tranche intermédiaire. Pourquoi les deux? Alors, pourquoi les deux? C'est parce que le truc, c'est que quand tu fais du Simili Système des vins, dans Simili Système des vins, il y a Système des vins. Et quand il y a Système des vins, il y a les jeux que l'on suppose derrière, Donjon Dragon Pathfinder. Le problème, c'est que la comparaison, j'ai entendu ça de la part de quelqu'un qui parlait de ça, qui parle de jeux de rôle, il disait,
que tu dois être assez hermétique à la comparaison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu le prennes mal. Le problème avec les comparaisons que font des joueurs dans le jeu de rôle n'est pas le fait d'être comparé par rapport à toi en tant que meneur de jeu. Le problème vient surtout de l'essentialisme. De faire une espèce de goubi-boulga comme si c'était une base commune, alors que les jeux ne sont pas du tout pareils dans les façons de fonctionner. Ils peuvent avoir les mêmes outils, les mêmes façons de résoudre, mais la démarche est totalement différente. Et ça, c'est un véritable fléau, en fait. Donc, j'avais envie de retranscrire l'esprit de Knave dans ce scénario pour quelqu'un qui débute et pour les gens qui sont intermédiaires aussi. Chacun y trouverait leur compte. Ça va se voir encore plus quand on va passer à la partie, en fait, du scénario, de la partie des notes de meneur de jeu. Donc, les 3000 pièces, ça permet en fait aux joueurs de niveau 1 ou qui débutent avec ce scénario-là de passer automatiquement au niveau 2. Ensuite, il y a des baguettes avec 3 charges de sort pour la peau de pierre. Ça, il faudrait l'expliquer avec comment Knave fonctionne. En fait, Knave fonctionne de deux façons pour la magie. Il fonctionne avec les livres de magie. Tu ne peux lancer un nombre de sorts par jour équivalent à ton modificateur d'intelligence, ta caractéristique d'intelligence. Et ensuite, tu as les reliques, la magie des reliques ou la magie divine, où soit tu as des reliques qui te permettent d'utiliser la magie divine, donc c'est des magies qui te nécessitent par exemple des fois l'icône divine, des fois pas, des fois l'icône peut juste avoir une bénédiction dessus, et tu peux avoir un certain nombre de modificateurs, en fait de bénédictions équivalents à ton modificateur de charisme. Ce qui fait que la baguette, tout comme le parchemin et la potion, sont des consommables qui peuvent avoir des pouvoirs utilisables tout de suite. Alors, là où justement il y a une restriction dans la magie, il y a une certaine révérence dans le livre, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, sinon je vais faire un autre sujet. Ça fait qu'avec la baguette, je bouleverse les choses. Sauf que quand les 3 charges sont usées, la baguette ne te donne plus rien. C'est-à-dire qu'une personne peut lancer les 3 sorts de peau de pierre automatiquement sur quelqu'un et ou décider de les économiser. Mais le truc le plus intéressant, c'est pourquoi je décide de donner ça si je dis qu'il y a de la révérence avec la magie. Je donne accès à 3000 pièces, ce qui permet en matière de progression d'XP, en gros, l'argent que tu ramènes d'une expédition de donjon se convertit en expérience accumulée. Ce qui veut dire qu'il faut 2000 pour passer au niveau 2. Et là, il y a un petit excès. Ce qui va en fait permettre au personnage qui débute de passer au niveau 2, d'avoir une marge pour avoir progressé un petit peu dessus. Puis, ensuite, la baguette est une anomalie puisqu'elle sort de la façon d'utiliser les objets magiques ou la place des objets magiques dans le jeu. Et ensuite, j'ai décidé de mettre une créature potentiellement un familier pour le personnage et surtout à destination de joueurs qui potentiellement ont de quoi avoir des compagnons ou des familiers spéciaux. Ça permet de donner une récompense gratifiante qui est un montée de niveau, de donner des sorts, un accès à la magie éphémère, mais qui demande de la parcimonie et de la maîtrise de la part des joueurs, autant celui qui va débuter que celui qui va être intermédiaire. Et ensuite, le compagnon animal. J'ai donné un compagnon animal qui est durable. J'ai pas mis les stats, j'ai pas fait les stats, mais j'ai donné un compagnon animal durable pour que ce soit une créature qui va suivre les joueurs sur une certaine période et surtout qui va ramener, surtout si les gens commencent le jeu de rôle ou commencent avec ce jeu-là, au rapport de la mort et de la vie des personnages non joueurs. Un clampin, un gars que tu as décidé d'embaucher pour venir emporter tes bagages, qui se barre du donjon en vous laissant en plan parce que vous savez, il a raté son test de morale, c'est problématique. Donc vous pouvez avoir de l'appréhension vis-à-vis des personnages sentients, des PNJ. Par contre, une créature
qui décide d'être un compagnon, c'est une sorte de suivant supérieur. Parce qu'il ne va pas fuir comme ça. Si les joueurs rentrent dans une espèce de logique un peu téméraire de vouloir partir dans la logique du no retreat, no surrender, c'est-à-dire ne pas se rendre, ou plutôt dans la logique où ils considèrent que soit ils ne fuient pas, c'est même pas la question de se rendre, c'est soit ils ne fuient pas et du coup ils combattent. Ils voient la chose comme ça en fait. Ils ne veulent pas se rendre et ils ne veulent pas battre en retraite. Knave est pensé en fait avec une logique où tu joues des coquins, des personnages de basse extraction ou des personnages qui ne jouent pas avec des classes héroïques comme tu les vois dans les jeux de rôle système des 20 classiques. Tu es un gars de base. Tu dois planifier, tu dois fomenter, tu dois faire preuve de ruse, tu dois faire preuve d'esprit tactique. Si jamais les joueurs n'ont pas compris dans ce scénario-là ces valeurs fondamentales, alors que dans le scénario, c'est l'ADN du scénario, c'est-à-dire de faire comprendre certaines notions de Knave aux joueurs, le Yakla que vous voyez là, il va crever. Et savoir qu'une telle créature va crever, et quand ils comprendront à quel point cette créature est rare et qu'elle était difficile à avoir, ils finiront par avoir des regrets. Se servir de ça comme, comme appui pour faire comprendre aux joueurs les conséquences de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans l'esprit du jeu, c'est ce que j'avais envie de faire. Ensuite, on arrive à la dernière partie, c'est le casting. Donc déjà, le donneur de quête, l'autre élément qui est central. On voit aussi que c'est une créature qui est balèze. Ensuite, ses capacités, les créatures qui sont périphériques, les potentiels antagonistes, le boss, et ensuite le boss, entre guillemets, dans une potentielle deuxième phase, même si c'est pas exactement ça. Voilà. Donc là, on a vu, hein, donc j'ai déjà fait un petit peu le résumé de ce qui se passe. On va passer maintenant à la seconde étape, c'est-à-dire les notes de meneur de jeu. Voilà. Donc là, il y a les notes techniques. Si vous n'avez pas vu le résumé, je le remets là. Faites une pause. Et ensuite, on revient dessus. Donc, il y a déjà le point de départ, dans quelle zone il se trouve. Et je vais rappeler un petit peu comment je fonctionne. J'ai eu 23 comme résultat pour déterminer le nombre d'ex. Ça détermine la taille de la carte qui est prévue pour le scénario. La zone 1, c'est la zone au cœur de la map. Ensuite, tu vas dans le sens des aiguilles d'une montre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Et ça tourne. C'est comme ça que la carte fonctionne. Ensuite, probablement que par exemple, si j'avais envie de pousser et de faire du dessin numérique là-dessus pour dessiner la carte, j'aurais utilisé une grille en X. Ensuite, je trace les choses en vectoriel et j'aurais travaillé la carte. Sauf que je n'avais pas envie de me projeter aussi loin pour un scénario de ce genre-là. Mais en tout cas, ça permet de déterminer la logique de la carte. Ce qui fait que si par exemple j'imprime une carte maillée, je peux mettre 2-3 icônes pour voir à peu près où on est. Ce qui fait qu'ils doivent déjà aller dans la ville où ils étaient allés pour amener, ils étaient censés amener le gyromancien dans cette ville, mais il faut quand même amener aux joueurs les fondamentaux si jamais ils débutent. Donc aller dans une ville et en fait débourser l'argent qui est proposé au début du jeu faisait partie de l'esprit du jeu. Quand vous créez un personnage d'Enclave, vous avez un système d'encombrement qui est de 10 plus votre valeur de constitution. Vous avez un personnage qui a 2 carrières, c'est le système de classe. Chaque carrière te donne l'expertise du métier en question, donc le savoir inhérent qui fait que tu fais le moins de jets possible. Donc tu as ce savoir-là, plus tu prends encore le fait que tu vas permettre ça va permettre aussi de donner aux joueurs jusqu'à 3 objets potentiellement parlant. Hein, voilà. Des fois, c'est pas des objets, des fois, c'est des compagnons. Et grâce à ça,
il y a aussi d'autres objets qui vont venir se greffer et c'est des objets qui sont en commun avec l'aventure. C'est-à-dire qu'on te donne des rations, des torches, de la corde, une arme ou, ou une pièce d'armure, tout en sachant que l'armure, c'est divisé en plusieurs points. C'est pas genre, tu as une armure et ça te donne telle valeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on en parlera du focus après. C'est pas le truc le plus important là, dans l'instant. Sauf que, comme tu as 10 plus ton modificateur de constitution, ça fait que si tu comptes déjà, rien que dans le cas optimal des deux carrières, tu as déjà 6 objets de prix. Et il y a déjà plus de 4 objets qui est annoncé. Les objets que tu n'as pas, que tu as décidé de ne pas garder, ils convertis en argent et on te donne 3d6 x 10 pièces d'or. Voilà. Donc, quand tu commences, c'est fait de façon à ce que tu sois obligé de faire des sacrifices sur des choses qui sont impératives et que tu as déjà une certaine somme d'argent. Donc, cet argent-là, il va servir pour acheter certaines choses. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ça veut dire que quand tu commences à la création, tu commences avec ton encombrement quasiment au max. Mais, alors, c'est discutable. Hein. Quand je dis c'est discutable, c'est-à-dire que je trouve qu'il sous-estime énormément ce qu'est une bulle, mais je comprends la démarche derrière. Une mule vaut 50 pièces. Une mule peut porter jusqu'à 100 points d'encombrement. Une pile de petits objets constitue un emplacement. Un objet qui se tient à une main tient dans un emplacement. Un objet qui se tient à 2 mains ou qui est lourd tient dans 2 emplacements. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ce qui fait que quand tu vas décider de partir en expédition dans les donjons, ça veut dire que tu dois avoir soit des gens qui vont porter ton équipement ou tes éléments logistiques, soit tu vas avoir des créatures qui vont le faire à ta place. Ça permet aux joueurs de se mettre en face de ça en fait. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je rappelle comment ça fonctionne par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Dans ma méthode de préparation, il y a une piste de qu'est-ce qui se passe quand les joueurs jouent dans le sens du scénario, que se passe-t-il quand ils sont chaotiques, stupides, quelle est la pire chose qu'ils pourraient faire et quelles sont les conséquences, et ensuite une option qui se débloque si un joueur remplit une certaine condition de caractéristiques. Comme c'est de l'OSR, les caractéristiques sont mises en avant, les compétences n'existent pas à proprement parler dans le jeu. Ok? Donc, là, comme c'est un scénario de type débutant, voire début intermédiaire, le début à un individu à 1 en charisme, ben je l'ai fait quand même dans une logique où c'est sûr que dans un groupe où optimalement il y a 4 personnes, il y en aura un qui va se tourner vers le charisme. Voilà. Alors si c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais si c'est le cas, il y a quelque chose qui va être présent. Ensuite, la question de l'option cachée, c'est est-ce que ça a une incidence sur le scénario ou pas, ou est-ce que c'est une péripétie en plus? Ça peut varier. Là, j'ai décidé qu'il y a un lien, parce que j'avais envie de montrer aux joueurs, pour qui sont débutants, le poids des conséquences. Faisons un petit zoom dessus. Donc voilà, le meneur peut déjà décider de donner une part cash chacune pour l'aventure. Il devra aussi rappeler que dans les équipements peuvent s'user et se détruire, et cela fait partie de l'ADN du jeu. Donc là, c'est une mention du scénario. Ensuite, il y a les différentes options, et il y a aussi, comme là, c'est vraiment le point de départ, donc il y a, voilà, donc ils commencent à avoir des pierres qui parlent, ils ont 4 chances sur 10 de se transformer en autre chose, ça c'est dit. Et là, il y a l'option cachée. Et là, par exemple, là c'est une option assez particulière. Alors, chez les PJ, si un individu a 1 en charisme, plus, enfin, je vais mettre 1 plus, voilà, en charisme, il peut se présenter comme un individu qui pourrait, si il
le désir, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait sauter le E, prouver le contraire de ce que le sigil reproche aux sentients. Par la magie de la Terre, ils peuvent puiser dans la mémoire de la Terre pour savoir s'il dit est vrai. Si cela s'avère faux, il subira un des 6 de dégâts de vertu. En gros, ça témoigne deux choses. Le premier lieu, c'est que, évidemment, tu peux cabotiner, tu peux mettre en avant ce que ton personnage est, et aussi, en fait, prétendre. Et au travers des options, comme il aura le plus 1, c'est moi, en tant que meneur de jeu, qui va dire de manière didactique, tu peux aller jusqu'à prétendre cette chose-là. Mais le but n'est pas de punir le joueur du 1 des 6 de dégâts de vertu. Le jeu, il est quand même assez cool, puisqu'en fait, les PV sont, entre guillemets, pour un personnage joueur, les blessures légères du personnage. Ça fonctionne comme ça. Les PV, c'est les blessures légères. Quand tu fais tes rondes, et que quand tout le monde fait ses troupes de garde, et qu'ils se reposent, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils se sont reposés, ils récupèrent tout leur PV. Peu importe que tu aies un point de vie, ou 4 ou 40. Par contre, tu as ce qu'on appelle les dégâts directs, ou les blessures. Quand tu n'as plus de PV, tu subis des dégâts directs. L'excédent de dégâts que tu as va rayer, entre guillemets, les emplacements que tu possèdes. Les emplacements de poids portable. Quand tous tes emplacements sont rayés, ça veut dire que tu as subi toutes les blessures que tu pouvais encaisser. Ton personnage meurt à ce moment-là. Quand tu subis ce qu'on appellerait une attaque surprise ou une attaque sournoise, c'est à peu près pareil, tu subis automatiquement des dégâts directs. Les créatures PNJ ne possèdent pas de points d'encombrement comme ça. Ils peuvent porter des trucs, etc., même le transporteur, mais il transportera toujours dans une espèce d'ordre logique de son métier, en fait. Par exemple, tu recrutes quelqu'un qui est manutentionnaire, il est assumé, si on suit le sens logique du jeu, que déjà, par exemple, potentiellement, il aura entre 4 et 6 points de vie, et qu'il aura 10, plus modificateur de constitution, s'il est manutentionnaire, et son but c'est vraiment de transporter des gens, des choses, donc vraiment, il transporte des trucs, il aura probablement l'équivalent de 3 points en constitution. Ce qui fait qu'il aura potentiellement 13 de poids portable. C'est une estimation, hein, c'est pas dit directement comme ça. Bref. Donc ce qui va se passer, c'est que un joueur peut décider de jouer plusieurs choses. Il peut jouer un connard, il peut jouer un personnage qui est vertueux, il peut jouer un personnage qui joue sa survie à tous les instants. Et c'est là où la deuxième partie rentre en compte, c'est le système ne prend pas en compte les alignements. C'est pour cela que si les personnalités des PJ n'ont pas été établies, il désignera le camp de bandits qui projette d'attaquer de la citadelle d'Irinsor. En revanche, s'il y a des preuves de ceux qui sont contrecarrés, les PJ ne pourront avoir des récompenses de la part des habitants de la citadelle. Mais par contre, je mets secret, etc., etc. Le système d'alignement, il n'y en a pas. Alors du coup, on pourrait se poser la question, comment dans ce scénario-là, si c'est moi qui jouais, comment ça se ferait? C'est simple. Moi, j'utilise le système d'appel et de destin de Blue Rose. Je trouve que c'est le meilleur système alternatif à l'alignement que j'ai vu. En gros, c'est une variante. En gros, ton personnage a un objectif sur le long terme. Puis ensuite, il y a les arcanes majeures, genre la mort, la tempérance, l'étoile, etc., etc. Ensuite, il y a les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs montrent deux facettes. Chaque arcane mineur montre deux facettes. Destiny et Fate. Le destin que tu embrasses, c'est-à-dire ce que tu aspires à être, et le coup du sort, ce que tu subis. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une variante où tu prends dans les arcanes mineurs une arcane et chaque arcane mineur a une inclinaison. Soit tu prends le côté Destiny, soit tu prends le côté Fate. Ce qui fait que je reste toujours dans la philosophie autour de Blue Rose.
Si tu décides volontairement d'agir dans le sens opposé de ton arcane mineur, bah, si tu joues avec des systèmes de points spéciaux, tu peux avoir des points spéciaux en faisant ça. Et pour le système de corruption, c'était pas sûr que je l'utilise, etc., etc. Sauf que là, la nature qui est reprochée aux sentients, donc cet aspect de conquête, de destruction, de la manière dont ils sont pernicieux, c'est quand même la perspective de formes de vie élémentaires qui ont leur propre perspective sur le monde et qui regardent les choses dans leur entièreté et qui regardent les choses en fait avec leur propre perspective, tout en sachant que ce qu'ils voient est d'une objectivité crasse. C'est comme si, je vais prendre cet exemple-là, c'est comme si en fait les élémentaires de terre, le sigil de terre, un sigil, normalement c'est un symbole spécial qui est utilisé en ésotérique pour désigner quelque chose, sauf que dans les mondes de fantasy à l'oriental, c'est des cristaux qui sont une quintessence élémentaire. Du coup, c'est de ce côté-là que ça penche. Comme c'est la Terre, c'est comme si les élémentaires de Terre, et plus précisément le sigil, ils s'étaient maté une espèce de variante de Koyaanisqatsi, pour ceux qui connaissent le film Koyaanisqatsi, c'est comme s'ils avaient maté Koyaanisqatsi, sauf que Koyaanisqatsi, c'est tout ce qui s'est passé dans le monde depuis que la Terre est Terre, et depuis que le vivant est vivant, et depuis que le sentient est sentient. Il a le déroulé de toutes les informations, vraiment toutes, et que sa sentience s'est développée en parallèle en parallèle même du monde, en fait. Le sigil de terre est un élémentaire de terre et qui a un lien avec le monde, mais ce lien au monde n'a été observé qu'à partir du moment où il s'est élevé à la sentience, et étant une chose inerte, quand elle a développé la sentience, elle l'a développé selon un paradigme extrêmement strict. Et donc, du coup, n'a pas encore cette espèce de nuance du déroulé du monde, comme pourrait l'avoir, par exemple, un enfant qui vient de naître, enfin, un bébé qui vient de naître, qui devient un enfant, qui observe les choses autour de lui, qui devient un adolescent, etc., etc. Et c'est pour ça que le sigil, il a ce point de vue-là, en fait. C'est ça la logique derrière l'histoire. Et le fait qu'il subit un dégât de vertu, c'est tout simplement que l'élémentaire de terre a restitué un rapport de ce qui a été dit, objectivement parlant, et a vu tout ce qui se passait dans le monde. Et la personne te dit, non, ce n'est pas vrai, regarde-moi, je suis un exemple, ah ben, évidemment, il a foulé la terre, ça veut dire que la créature, l'élémentaire, le sigil de terre, est capable de voir le tracé de la vie du gars, ce qui veut dire qu'il a le tracé quasi karmique du personnage. Si il a osé mentir sur cet état de fait alors que c'est présenté comme tel, les dégâts de vertu, c'est le monde qui décide de lui restituer une réponse sous forme de dégâts. Quand je fais de la fantaisie, la place du mystique est très très forte. Mais là, on va dire là c'est light, ça va, bref. Et là on arrive à la deuxième partie. Du coup, il y a l'explication de ce qu'ils sont, les différents éléments. Voilà. Ensuite, là, vous voyez que par exemple, quand je n'ai pas trop parlé de la préparation, mais par exemple, vous voyez, il n'y a pas de dialogue. Parce que le dialogue, je vais l'improviser. Je suis partisan de ceux qui pensent que les dialogues sont mieux quand ils sont improvisés et pas récités. Voilà. Donc, ça sera aux joueurs de voir comment ils vont interagir là-dessus, et ensuite, comme il y a un géomancien et le géomancien est lié à la Terre, là, une piste se développe et du coup, il y a moyen de pouvoir régler les choses. Et du coup, leur but, ça sera d'apaiser le sigil de Terre en montrant qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais il y a aussi le fait que comment dire ça,
pour les potentiels, on va dire, antagonistes du moment, donc les légionnaires, essayer de prévenir le fait qu'ils puissent faire quelque chose de fâcheux. Donc là, c'est la description de la pierre endémique que j'ai créée là-dessus. Voilà, pas mal de choses qui sautent. Hein. Ensuite, là, c'est la conséquence d'avoir trouvé l'option cachée et d'avoir rempli les choses. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'aller voir le personnage, vous allez décider d'aller voir le personnage en sachant que l'option était débloquée, ben, c'est clair que vous avez fait preuve de mauvaise foi. Et si vous avez en fait décidé de démanteler le camp de bandits et du coup vous êtes allé voir l'élémentaire, enfin le sigil ensuite et les élémentaires après, enfin les élémentaires et le sigil, du coup elle vous donne accès à cette arme-là. La masse de l'âge des glaces, un des 12 de froid, porteur immunisé contre les dégâts de froid, pouvoir à usage unique, l'âge des glaces, un pouvoir cataclysmique qui permet de geler sur place tous les ennemis, dont a conscience le porteur supporté de charisme, plus enfin charisme en ex pendant une durée de charisme en siècle. Suite à l'utilisation de ce pouvoir, l'arme se brise et ne peut être restaurée. Alors, pourquoi j'ai mis une option nucléaire sur les personnages joueurs? Encore une fois, c'est pour retranscrire l'esprit de ce qu'on peut trouver dans Knave. Alors, j'ai parlé sûrement dans les objets magiques ou dans le rapport magique, j'ai dit le divin, probablement par accident. Ça ne serait pas surprenant que je le fasse. J'ai déjà fait ça à plusieurs reprises pour plusieurs prises. En fait, on parle plus du terme de patron, parce que c'est plus générique. Les personnages, l'élémentaire de terre, ou plutôt le sigil, veut réveiller des élémentaires de terre, essayer de créer un rapport pour pouvoir chasser les êtres sentients. Il part du principe que la sentience et la vilainie sont concomitantes et que ça part toujours dans un rapport de décadence et de surenchère qui ne finit pas. Si jamais vous avez démantelé les bandits avant, c'est que vous avez tenu parole vis-à-vis de la pierre vie parlante du début de l'acte 1. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez décidé de faire cette chose-là et donc que vous êtes le personnage de confiance. Si jamais vous êtes dans le rapport du discours qu'a fait qu'a eu l'élémentaire et que vous avez par exemple trouvé que son choix est trop extrême, ce qui est peut-être par exemple le cas du géomancien, le géomancien il a parlé pour lui d'une possibilité de revoir le jugement. Mais il ne faut pas oublier non plus que les joueurs sont les acteurs principaux. C'est pour ça qu'ils pourront agir et essayer d'interagir avec le personnage. Sauf que j'ai mis cette option-là pour plusieurs raisons. Déjà, si jamais il se passe quelque chose de grave, la perspective que par exemple un personnage joueur vient à utiliser cette option-là va raconter quelque chose. S'il décide d'utiliser cette option-là dès le départ, ça va raconter quelque chose. Et en lui-même, la masse est une arme de contact qui peut s'utiliser. Un des trucs qui fait partie de l'ADN de Knave seconde édition, c'est que les objets se brisent. Il ne faut pas s'attacher aux objets. Alors, est-ce que les objets sont irréparables? Rien ne dit dans Knave que les objets sont irréparables quand ils se brisent. Ok? Mais, imaginons que tu joues vraiment dans un super donjon en mode dungeon crawling, ou même dans un donjon qui est quand même assez grand. Si à un moment donné, c'est des donjons tels qu'on le pense à la Donjons et Dragons, sinon ça ne serait pas du dungeon crawling, il y aura probablement de meilleures options en tant qu'arme. Parce que si on doit expliquer un petit peu comment fonctionnent les choses, ils ont décidé que pour les attaques de contact, pour le bonus de toucher et de dégâts, c'est la force. Et pour les armes à distance, c'est la sagesse. Alors l'explication, c'est quoi pour la sagesse? D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui connaissent ce système des 20. La sagesse ne veut pas dire la sagesse telle qu'on le perçoit. La sagesse, ça serait plus la caractéristique qui est associée à l'intelligence, telle que nous on le perçoit. C'est pour ça que
certains jeux ont décidé de se dissocier du terme sagesse et ont préféré appeler ça conscience. Parce que c'est un meilleur terme. C'est la conscience métaphysique, la conscience de l'environnement, la perception d'un personnage. C'est pour ça qu'ils ont mis les trucs à distance dessus. Donc, ce qui fait que un joueur peut combattre avec ça jusqu'au moment potentiel où ça va se casser. Est-ce qu'il va s'économiser l'arme ou est-ce qu'il va pas le garder, etc., etc. Tout ça dépendra de lui. Chaque choix qu'aura le porteur de cette arme, et qui plus est, comme ça facilite les gens qui ont le charisme, donc celui qui a le charisme, va devoir en fait sous-peser chacune des actions. Et pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est forcément celui qui a le charisme et la caractéristique associée, c'est le charisme? C'est pas forcément parce que c'est un objet qui est donné par un potentiel patron. C'est aussi parce que il faut des rôles définis au sein d'une aventure de ce genre. De la même manière que Ryutama, dans Ryutama, tu as un leader, tu as un chroniqueur, tu as, un spécialiste de la logistique, tu as le chambellan, l'équivalent d'un chambellan, qui va se charger de gérer les stocks de nourriture. Il faut ces personnages-là. Dans le cas où il n'y a pas de, c'est pas du dungeon crawling dans la même posture que par exemple du Donjon et Dragon, que tu ne joues pas une classe héroïque, il est logique que tu aies un leader, une personne qui décide de parler et de pouvoir se coordonner pour pouvoir gérer les choses. Voilà. Donc j'ai mis un gros accent pour expliquer ça. Et du coup, c'est bon. Ensuite, là, c'est la petite option qui est cachée. C'est si un personnage a 2 en intelligence ou plus, il connaît la valeur d'un sigil qui tient dans la main et peut se faire une idée de prix de tel sigil. Je n'ai pas mis de prix exprès. Parce qu'en vrai, un sigil aura un prix qui est d'une valeur monumentale. Euh, alors, ma référence dans la fantasy pour les sigils, il y a eu plusieurs jeux qui parlent de sigils de cette manière-là dans les œuvres de fantasy. Mais moi, je me suis basé sur Final Fantasy Tactics Advance. Très bon jeu, un indémodable, allez-y. Je le trouve même meilleur que le Final Fantasy Tactics, le premier du nom, celui qui va avoir un remake et qui va sortir dans quelques jours. Petite information. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sigils ce sont des objets de quête qui te permettent d'avoir accès à des objets plus puissants derrière. C'est des objets de endgame. Donc moi, j'ai prévu que les sigils étaient au niveau de rareté. Si on partait de mon échelle de 1 à 6, le niveau de rareté de sigil, c'est 6. Avec le sigil, avec un sigil qui tient dans la main, tu peux acheter un petit manoir. Voilà. Avec un sigil sentient de cette taille-là, qui soit vivant ou non, entre guillemets, à la revente, dans mon estimation, hein, je pense que la difficulté serait à 18 sur 6. Ce qui veut dire que le mec peut acheter un pays. Littéralement, un petit pays. Et quand je dis un petit pays, c'est pas genre un petit pays. C'est vraiment un petit pays. Dans la catégorie des petits pays, le plus gros qu'on peut avoir. Voilà. C'est cette échelle-là. Alors là, c'est un petit peu un bait. C'est un petit peu un appât. Hein. Je suis un peu franglais. Faut pas oublier que le but de ces gars-là, c'est quand même des personnages qui doivent survivre et qui ont décidé de partir sur le chemin de l'aventure pour pouvoir faire fortune. Ce ne sont pas des héros. Donc que les gars se disent ah oui, mais c'est vrai que le prix que ça fait, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis il y a l'option évidemment que si jamais ils viennent à s'en prendre à la faction du sigil, que le donneur de quête se retourne contre eux. Alors, moi j'ai quand même une petite tendance assez particulière. Quand une quête est finie
que j'ai écrit comme avec ma méthode est fini, je donne de temps en temps les dessous de ce que les gens ont raté potentiellement. Qu'est-ce qui se passe, certaines coulisses, pour que les gens comprennent un petit peu quelle était ma motivation derrière. C'est plus ou moins ce que je fais là. Et s'asseoir sur cette quête-là, bah, ça serait le choix des joueurs en fait. C'est-à-dire que le truc peut s'arrêter dès l'acte 2. Qu'ils arrivent au bout de l'acte 3 ou non, la question ne se pose pas. Action, conséquence. Tout en sachant que on va remonter au niveau du casting, on va quand même décortiquer les créatures. Et ensuite, on arrive à la deuxième échelle. Le nombre est quand même assez élevé de légionnaires. Ensuite, expliqué par rapport à quel est le point de vue des personnages. Le truc est assez posé, hein, voilà. Ensuite, Reda refusa tout dialogue pour annuler l'assaut. Si les personnages espionnent de loin avant de rentrer en contact, ils feront alors mention du groupe de bandits qu'ils ont financé et prévoient de les rejoindre pour une attaque coordonnée. Ce qui veut dire que ce n'est pas trop tard pour que les joueurs prennent de l'avance et fassent un goulot d'étranglement pour attaquer les bandits. Et ils peuvent aussi tenter d'aller rejoindre les gens de la citadelle qui sont censés protéger. Mais les gens de la citadelle sont très isolationnistes. Donc il y a peut-être une chance qu'ils n'écoutent pas les joueurs. Il faut mettre ce rapport de frustration dans la conversation pour que les joueurs comprennent comment fonctionne des fois la géopolitique du point de vue du scénario. Les légionnaires, ils font que gagner parce qu'ils sont en nombre, ils se croient plus intéressants, plus forts. Il y a toujours une logique d'élitisme. Du coup, ils ont un avis biaisé en fait vis-à-vis du monde. Sauf que ce qui est présenté dans le monde, c'est des anomalies. Rappelez-vous, je l'ai dit au tout début par rapport aux valeurs de D dans la vidéo précédente. Ce qui fait que ils ne peuvent pas concevoir l'idée de pouvoir réussir. Enfin, de pouvoir échouer. Donc là, les joueurs peuvent aller auprès des elfes et tenter de dire aux gens de la citadelle, les gars, vous êtes en danger. Et comme ils sont isolationnistes, ils peuvent très bien dire non, on ne vous croit pas. Tout comme ils le peuvent. Mais si au préalable, les gars, en fait, ils ont cru qu'il y avait, comment dire ça, si les événements cachés de l'acte 1 ont été résolus, quand vous entendez parler de ça, ben du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de renfort qui arrive. Parce que vous les avez déjà vaincus. Et les gars, ils vont aller tenter d'aller vers les autres pour ensuite converger. Ils vont voir qu'il y aura un problème. Et c'est là où ça va être important parce que les elfes de la citadelle ne donnent pas de récompense. Par contre, comme ils ont été aidés à cause des bandits et que les personnages joueurs vont revenir vers eux potentiellement, les elfes peuvent prendre l'avance du terrain puisqu'ils sont ils jouent à domicile et vous plus les elfes vous pouvez converger pour aller en fait casser la gueule des gars. Et le scénario se passera très très vite parce qu'il y a des règles pour gérer les armées dans le jeu. Et eux, c'est des légionnaires. Il n'y a pas de notion de magie, en fait. Ce qui fait que les choses sont à sens unique. Alors, on pourra se poser la question du oui, mais est-ce que dans le casting, il y avait des elfes potentiellement pour noter les choses? Ben, je ne les ai pas mis volontairement parce que je partirai du principe que les elfes auront en fait des stats d'humains plus ou moins dans la moyenne et avec au moins un sortilège à titrer en fait. Avec aussi 2-3 singularités aussi. Donc du coup, comme j'ai une idée très claire de comment j'allais designer les elfes, ce n'était pas nécessaire de les noter. Je rappelle que pas mal de choses que j'ai notées en plus, c'était pour vous montrer ma méthode. En vrai, il y a des choses que je ne note pas. Voilà. Ensuite, voilà. Et du coup, si les PJ se veulent insistants, ils sont prêts à les attaquer. C'est alors que les 3 gardiens du sigil viennent en renfort. C'est-à-dire que
de base, l'élémentaire de terre savait pertinemment de sa perspective que les légionnaires allaient être difficiles à raisonner. Donc, comme ils savent qu'ils étaient difficiles à raisonner, ben, ils les ont envoyés, ne serait-ce de voir comment ils vont pouvoir agir. Et les élémentaires, les trois élémentaires qui sont avec les PJ, vont aider dans la mêlée, puisque le système d'initiative veut que c'est le groupe qui a l'ascendant qui fait toutes ces phases d'action. C'est pour ça qu'on va voir le casting en dernier, en fait. Et il y a l'option, si le leader est pris en otage ou tombe au combat, elle va renaître instantanément en élémentaire d'ambre des glaces. C'est parce que je suis dans cette logique, dans certains univers, et surtout dans les miens, la réincarnation existe. Mais quand je veux faire une monde de fantasy très proche des fantaisies telles qu'on le voit dans les Donjons et Dragons, je considère qu'un élémentaire de terre, euh, quitte à ne pas être par exemple sous la voie enfin un élémentaire de terre, un élémentaire tout court, quelqu'un qui meurt et qui a une affinité élémentaire à cause d'une allégeance, d'une croyance, par exemple un membre d'une tribu qui croit aux forces de la terre, aux forces occidentales comme ça, ou ctoniennes, ben, il va renaître, il a des fortes chances de renaître dans cette chose-là. La notion de renaissance en élémentaire avec les traits et son héritage de son ancienne vie, qui s'applique dans la nouvelle, rentre en compte. En fait. Et du coup, avec une pleine compréhension du point de vue du sigil, puisque il y aura un partage en fait de perception. Mais sera alors un ennemi du détachement, mais il y a 50% de chances qu'il renonce à attaquer à ce moment-là, sinon ils tenteront de capturer pour la vendre au marché pour les nobles. Alors, là j'ai parlé d'un sigil qui, comment dire ça, un sigil qui est vivant, machin, et il y a peu de chances de machin, mais le prix d'un individu comme ça par une faction, on va dire, impérialiste, c'est-à-dire que la personne qui représentait un petit peu cette légion et qui renaît, change de perspective et soudainement devient potentiellement une des cibles de son ancienne allégeance. Voilà. Et puis pour ceux qui avaient un petit peu peur du nombre, au fur et à mesure des morts, chaque 8 soldats tombés, un des 6 soldats déserteront. Alors on va quand même parler des choses. Vu la situation, le scénario est quand même prévu de façon à ce que les personnages joueurs ont plus de chances de jouer en premier que les, comment dire ça, que les ennemis. Alors, est-ce qu'on va faire fonctionner 37 personnes? La réponse est non. Alors moi, j'ai une technique que j'utilise dans tous les jeux de rôle, y compris le mien. C'est la logique de la cohue. En gros, tu as un profil. Certaines tranches dans le profil va s'ajouter en bonus additionnel. En matière de personnages, le nombre de personnages entiers, de profils entiers, devrait être équivalent aux potentiels acteurs qui se trouvent du côté des joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, si les joueurs recrutent des mercenaires, c'est le groupe des personnages plus les mercenaires, plus les compagnons, plus les potentiels alliés temporaires. Et si ils sont en petit nombre, ils n'ont pas fait grand-chose, ben, du coup, il y a un système, j'ai aussi mon propre système d'initiative, mais normalement, il y a une logique de cohue qui fait qu'il y a un profil qui est partagé, la taille du groupe va donner un bonus à l'attaque pour toucher, pas forcément pour blesser, et ça fait que le rapport de quand les joueurs vont faire un test, par exemple, pour pouvoir toucher une cohue, quand ils font un test, ils ont une classe d'armure à dépasser. Pour chaque point de classe d'armure qui est chaque point au-dessus de la valeur de seuil, enfin, pour chaque point qui dépasse par rapport à la valeur de seuil, fait perdre ce nombre de personnes si jamais ils subissent des dégâts. Si par exemple tu lances l'attaque et par exemple tu as fait un excédent de 8 points, ça fait que 8 personnes seront touchées dans la cohue sous le tas et que si par exemple ils ont tanké le truc, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont rien subi puisque un système de valeur d'armure, à ce moment-là, ça fait que les personnages ne subissent pas de dégâts, aucun des 8. Par contre, s'il y a un dépassement, ça fait que ces personnages-là tomberont. C'est ça ma logique de la cohue. C'est une petite règle personnelle qui fonctionne plutôt bien.
Ensuite, j'ai un système d'initiative alterné, aussi dans mes règles spéciales, qui fait que, par exemple, si les joueurs ne sont pas à 4, ils sont moins nombreux, je peux faire en sorte qu'il y ait des roulements, c'est-à-dire euh, joueur 1, joueur 2, ensuite adversaire 1, puis en fait un joueur, puis adversaire 2, etc., etc. Et puis en tout dernier, il y a la cohue qui agit et ça fonctionne. Alors, c'est très technique et probablement que dans la figuration, ça fera peur aux joueurs. Mais dans le théâtre de l'esprit, c'est très facile à gérer. Imaginez le nombre de personnes qui sera sur la map, il faut vraiment designer la map pour ça. Ce qui fait qu'à la fin, ben, le leader en question va en fait changer de camp. Et ensuite, la manière dont vous résolvez les choses ou le discours final, ben, c'est ce qui donnera. Et maintenant, on va conclure avec la création du des profils des personnages. Donc normalement, il y a ces éléments-là. Alors il y a une notion des fois, on peut mettre aussi des fois des notions de mobilité, mais là c'est pas nécessaire, ils ont la mobilité plus ou moins dans la moyenne. Donc rapport PV, point de vie, classe d'armure, point d'armure. Comme c'est un objet qui est sur place, c'est une espèce de pierre qui est montée sur un monticule et qui ne bouge pas. Du coup en classe d'armure il est à 0. Mais par contre en valeur d'armure il est à 11 puisque c'est quand même un truc très solide. Et qui a quand même son lot d'action et possède des sorts innés du domaine de la Terre. Voilà. Et ensuite, l'élémentaire d'Ambre des Glaces. Déjà, l'Ambre des Glaces, c'est un objet que j'ai créé expressément pour cet univers et que je vais probablement réutiliser. Élémentaire, voici les points de vie, niveau 4, voilà, grand maximum. Les points de vie ne sont pas si impressionnants que ça. Alors moi, j'avais un doute pour les points de vie, je les ai tirés au dé et du coup, ça a donné ce résultat-là. Donc moi, je suis assez satisfait. Classe d'armure 15, pour déterminer la valeur d'armure en temps normal, c'est classe d'armure moins 11. Donc du coup là c'est plutôt un profil normal. Les points, dégâts de froid, sort inné, peau de pierre, flocon destructeur, cataclysme d'ambre, etc., etc. Puisque le territoire il est hivernal de la région globalement. L'élémentaire c'est un élémentaire de terre, mais pourtant les créatures d'ombre de glace sont entre la terre et le froid. Donc du coup ça donne une certaine versatilité. Voilà. Et il y a deux, trois sorts uniques. Hein. En fait, deux, trois sorts uniques dans le sens où je les ai développés, mais il y a une inspiration quand même dans les trucs. Voilà. Alors, l'inspiration, par exemple, du Faucon Destructeur, c'est dans Warlords Battle Cry 3, où en fait, il y a un sort qui s'appelle End of Ice, mais justement, ça envoie des flocons de neige sur toutes les personnes qui sont dans la portée de conversion du lanceur de sorts, et qui inflige très très peu de dégâts, on va pas se le cacher. Du coup, moi j'ai fait une version, j'ai même fait une variante beaucoup moins puissante de ce que c'est censé faire, parce que ça a du punch quand même. C'est des dégâts modérés, mais ça a du punch quand même. Et en plus, ça a une chance de refroidir l'adversaire si c'est un critique. Du coup, voilà. Et ensuite, le catalyseur d'ambre, ça c'est un objet que j'avais réfléchi, je crois, à l'époque de Pathfinder, quand je faisais la continuité de l'espèce d'amalgame de monde de fantasy, où en fait c'est une pierre qui permettait d'absorber les niveaux, selon leur qualité, des niveaux de sorts lancés, pour les relancer après. Voilà. Alors je suis sûr que je suis pas le seul à avoir inventé un concept comme ça, mais c'est un truc comme ça. Bon après l'avantage c'est que bon, ce jeu-là n'a pas de système de niveau de sort, d'emplacement de sort, donc tant mieux. Et puis tu as le légionnaire, donc là on est quand même sur un combattant moyen, de deux valeurs d'armure, c'est quand même des gens qui sont, on va dire, plutôt balèzes. Et puis surtout avec un bon équipement, hein, on va pas se le cacher. 2d3, ça veut dire qu'ils font un minimum de 2 de dégâts. Au début, alors c'est un calcul qui est plutôt bien fait, mais il faut savoir que au niveau des dégâts, on te donne les profils des armes à une main et des armes à deux mains, mais il n'y a aucune subtilité. Et en fait, tu as une table aléatoire suivie. Je trouve ça fort dommage la manière dont ils ont fait ça dans Knave,
mais il y a une table aléatoire qui te propose 100 entrées d'armes et il n'y a pas les stats qui vont avec. Alors moi, ce que je suppose, c'est qu'il faut probablement inventer les dégâts des armes plutôt que de prendre les exemples qu'on te donne dans la catégorie équipement, comme l'arc, la fronde ou une arme à une main ou une arme à deux mains. Parce que imaginons que toutes les armes font les mêmes types de dégâts sans effets spéciaux, je trouve ça dommage. Moi, j'ai préféré plutôt prendre des caractéristiques et des lancers de dés crédibles vis-à-vis de ce que ça fait. Donc, par exemple, le glaive, c'est quand même une arme tranchante et très puissante. Elle fait 2d3 de dégâts, ce qui fait qu'elle fait un minimum de 2 de dégâts. Un personnage joueur de niveau 1, si il a, comme il a l'équipement, dans l'équipement de base, on lui propose une pièce d'armure, il peut vendre la pièce d'armure pour avoir plus d'argent si c'est pas trop sa cam de devoir esquiver ou que sa place est derrière. Mais s'il décide de prendre une pièce d'armure, acheter des pièces d'armure supplémentaires est extrêmement difficile avec l'argent que tu as à disposition. Ce qui fait qu'au préalable, un personnage aura au minimum 1 de valeur d'armure s'il est optimisé sur la défense. Donc le 2 de dégâts minimum fait que je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il faudrait faire 2 de dégâts minimum. Et du coup, j'ai décidé de faire 2d3 de dégâts tranchants au lieu de 1d6. Voilà. Ensuite, l'arbalète, c'est simple, hein. 1d6 de dégâts, une pénétration d'armure de 1. Voilà. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que bon, quelle est la différence entre, par exemple, 1d6 plus 1 et 1 de pénétration d'armure? On peut se poser la question aussi. Ah ben, dans ce cas-là, dans le cas présent, j'y avais pas trop pensé, mais je pense que la pénétration d'armure, je pense qu'elle dépendra du nombre de couches d'armure que les personnages ont. Je m'explique. Les personnages ont un système d'armure qui fait que tu peux porter 7 pièces qui te donnent de la valeur d'armure pour un total de 7 de valeur d'armure et de 18 de classe d'armure si tu n'as pas de dextérité. Chaque point en dextérité te donne un point en valeur d'armure et en classe d'armure. Ce qui fait que il existe aussi d'autres moyens de monter la valeur d'armure. Je le sais, et c'était aussi pour prévoir sur le futur, il y a probablement des objets magiques qui vont donner de la valeur d'armure, des sortilèges qui vont donner de la valeur d'armure, comme les sorts de coups de pierre, etc., etc. Ah ben du coup, quand on te dit pénétration d'armure de 1, ça veut dire qu'elle pénètre toutes les sources d'armure existantes, pas par pièce, mais par catégorie de 1. Voilà, ce qui fait que l'arbalète est quand même une arme qui fera un minimum de dégâts et va éviter les problèmes de barrière de, par exemple, un adversaire qui va être difficile à faire toucher les différents dégâts. Donc la pénétration est quand même assez forte. Ben, le personnage, le boss du game, ben, il a à peu près à peu près les mêmes stats sur certains points. Peut-être même mieux. Voilà. Avec une petite option bouclier rond, puisque le bouclier rond donne de la valeur supplémentaire. Ensuite, le glaive. Ensuite, un carquois de javeline. En gros, le carquois de javeline, c'est un objet qui va permettre de stocker un certain nombre de javelines, comme si c'était un emplacement dédié. Et du coup, ça va prendre un emplacement au lieu d'en prendre plusieurs. Il n'y a pas de notion où tu prends un sac et puis le sac te donne plus de valeur d'encombrement. Mais du coup, j'avais décidé de faire ça pour pouvoir permettre de voir un petit peu quelles sont les limites d'avoir le nombre de carquois. En fait, combien ils peuvent mettre dans le carquois. Donc moi, j'ai décidé qu'il y en a 7. Voilà. Et puis, portée 8 mètres, 8 mètres plus force, c'est une arme de jet. Alors j'hésitais, est-ce que je mets la sagesse ou je mets la force pour attaquer à distance. Bon, c'est une arme de jet, donc je suppose que c'est la force, mais j'étais pas sûr. Il n'y a rien qui mentionne pour les armes de jet. C'est arme de corps à corps à distance. Bref. Et puis il y a la forme élémentaire, avec les capacités logiques qui sont derrière. Et voilà. Et bien voilà. Tout ça pour expliquer un petit peu comment je fonctionne pour faire les scénarios. Voilà.
Après, le truc, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous êtes là depuis le début, ben, ça veut dire félicitations à vous. Hein. C'est que vous étiez curieux sur comment je fais les démarches de chaque chose. En vrai, si vous êtes habitué à votre système, si vous connaissez bien votre système et vous connaissez bien les valeurs, vous allez noter moins que ça. C'est clair et net. Après, si vous êtes dans un jeu crunchy ou avec énormément de contenu type Donjons et Dragons, Pathfinder, et que vous notez en numérique, les liens hypertextes, c'est votre ami. Sont votre ami. Les liens hypertextes. Tu sélectionnes, tu notes le nom, tu sélectionnes le nom, et ensuite tu vois qu'il y a une espèce de calepin avec des notes, et il y a une espèce de chaîne. Et ça te dit créer un lien hypertexte. Du coup, en fait, tu copies tu copies l'adresse du truc. Si vous avez D&D Beyond ou n'importe quel truc archive de D10, etc., etc., vous copiez vous copiez l'adresse URL, puis vous sélectionnez le nom, et ensuite vous faites coller collage spécial, et vous voyez le calepin avec la chaîne, c'est un hypertexte. Et du coup, ça ne change pas le nom du truc. Vous aurez juste qu'à faire majuscule, cliquer, et ensuite, vous avez votre lien hypertexte de fait. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça évident, mais si vous avez un lien avec les éléments bureautiques, c'est normal que vous connaissiez. Il ne faut pas assumer que tout le monde connaît. Voilà. Alors, j'ai pas encore fait jouer ce scénario. Je voudrais bien le faire jouer un jour. Et surtout, ce scénario-là, je pense que c'est à la fois un scénario qui est un très bon standalone. Il tient très bien tout seul. Il est très bon aussi pour faire un one-shot, évidemment, parce que j'ai dit standalone dans JDR, c'est un one-shot. Il est très bien pour s'insérer dans une campagne, il est très bien pour débuter, il est très bien pour les personnages qui vont faire des choses intermédiaires. Il y a un petit peu d'espacement dans l'acte 1 pour pouvoir découvrir des choses sur le chemin ou aller dans différents scénarios. Voilà. Et puis, en combien de temps la personne va finir ce scénario, les gens vont finir ce scénario, ça dépend. Tu peux décider que ça tire en une session, en 4 sessions, c'est toi qui vois. Et puis surtout l'option de l'arme spéciale, tout ça, je crois que ça va finir dans l'ADN. J'ai vraiment eu envie de mettre des choses dans l'ADN du jeu. Donc petit résumé, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Un scénario accessible pour les débutants, accessible pour les gens qui vont passer dans la phase intermédiaire, avec une grosse récompense. Et le tout, c'est s'ils arrivent à surmonter tout ça, c'est qu'ils auront compris que il faut faire preuve de diplomatie, de dialogue, d'interaction, qu'il faut aussi comprendre que par la nature de nos actions, quand on fait du JDR en tant que joueur, qu'il y a des fois des conséquences sur le monde. Des meneurs de jeu peuvent ne pas avoir ce niveau de gestion des conséquences. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être explorer plus tard dans d'autres vidéos, mais le fait que vos actions ont des réactions vont changer la disposition que les gens ont vis-à-vis de vous, que même si vous n'êtes pas des héros dans Kniv, vous avez une vocation de partir à l'aventure. L'aventure, ça veut aussi dire parfois pas s'aider soi-même mais aider les autres, ou peut-être aider les autres qui va finir par vous aider vous-même au travers des scénarios, au travers des drames de vos personnages, au travers du mettre en forme le personnage. Qu'est-ce que ça dit sur vous? Qu'est-ce que ça dit sur les personnages? Même pas une force. Vous avez vu, même par exemple le système alternatif d'alignement, c'est pas forcément ah t'es gentil, t'es méchant. C'est est-ce que tu es quelqu'un qui finalement subit les événements? Est-ce que tu es quelqu'un qui embrasse une certaine chose? Et c'est reflété par des qualités et des choses qui ressemblent à des défauts. Mais donc, ce qu'on pourrait considérer comme un défaut peut être une qualité et inversement. C'est un entrelacement entre le fait que vous allez jouer des personnages qui sont à hauteur d'homme dans des événements qui sont parfois plus élevés, mais parfois essayer d'aller vers des choses qui sont plus élevées que vous pour pouvoir en fait raconter quelque chose de grandiose. Knave, je pense qu'il a le potentiel pour faire de l'héroïque, de l'épique et même de l'épopée au plus bas. Mais le tout dépend jamais de ce que les joueurs ont décidé de faire. Les joueurs ne sont pas seulement que l'amas de carrière ou de choix de caractéristiques, c'est aussi comment on décide de les mettre en forme, et tout ça avec un système qui permet de lancer les dés les moins possibles, qui ont résolu pas mal de problèmes du système des vins, des systèmes des vins, qui
te permet en fait d'avoir une certaine versatilité, que tu sois ou que tu gères les trucs au hasard ou pas. En traitant ton personnage, ça va te donner un résultat différent. Finalement, il fait partie de mes jeux préférés maintenant. Pourquoi? Parce que le seul méta-jeu que j'apprécie vraiment, c'est le véritable bon méta-jeu, c'est le méta-jeu où tu vas dans le prolongement de ce que tu avais l'intention de jouer en tant que personnage joueur et comment ça s'imbrique dans le monde du jeu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous avez des questions supplémentaires, ben, j'ai envie de dire, posez-les. Si vous avez des questions en rapport avec Nive, et surtout quand vous voyez ça avant que le focus soit sorti, ben, il y a peut-être moyen qu'avant ou après le focus, je réponde à vos questions, ou peut-être même que je répondrai en commentaire. Voilà, puisque je considère que c'est un très bon jeu Kniv seconde édition en anglais. Et du coup, ben, on va voir quand est-ce que je vais poster le focus sur Kniv seconde édition. Mais en attendant, je vous dirai à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.